La jeunesse, l'innocence et surtout l'amour de l'autre, quelle que soit son origine, ses convictions ou son orientation sexuelle. Après une année particulière à tous les points de vue, du sourire et des larmes seront au menu de ce dernier entre nous. Et donc, commençons sans plus attendre. Comme à chaque émission, Shannon est avec nous. Bienvenue Shannon. Quelle est la dernière œuvre de la saison ? C'est la série britannique sortie sur Netflix le 22 avril 2022. Attention, roulement de tambour. Heartstopper. Donc c'est une série. Donc là, il y a eu la saison 1 qui est sortie, qui dure pendant 8 épisodes, enfin qui comporte 8 épisodes d'une trentaine de minutes environ pour chaque épisode. Je me suis répétée, pardon. C'est une série qui est adaptée des bandes dessinées d'Alice Hoffman et c'est l'histoire de Charlie, un adolescent qui a été harcelé lorsque son homosexualité s'est faite savoir dans son lycée. Un jour, il se retrouve dans le même cours que Nick, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de rugby de l'établissement. Très vite se développe une amitié forte entre les deux garçons, mais alors que Charlie en pince pour lui, Nick ne reste pas indifférent. Ce dernier commence donc à se questionner sur sa propre sexualité, tout en se rendant petit à petit compte du monde qui l'entoure, entre une vieille connaissance qui s'assume lesbienne, une fille qui lui fait des grosses avances et son groupe d'amis harceleurs. Merci Shannon, une belle année de résumé d'ailleurs. Je tiens à te souligner, merci beaucoup pour toutes ces présentations d'œuvres. Et même si l'œuvre qu'on va évoquer est britannique, on va faire une contextualisation française, notamment sur le sujet de l'homophobie, de la transphobie. On en a déjà parlé dans cette émission. Il est important de relever que c'est un phénomène encore très répandu dans tous les milieux et à tout âge. Un rapport est paru récemment par l'association Stop Homophobie, qui a souligné que les effets de la pandémie se font ressentir en termes d'actes homophobes et transphobes avec une hausse de 15%, notamment dans le cercle familial et dans le cercle amical. On a également des signalements qui sont très élevés dans le domaine du travail, notamment dans le secteur des services. C'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, d'augmenter surtout. Et finalement, ce qu'on peut ajouter par rapport à la dernière fois, c'est que la seule arme pour lutter contre l'homophobie et la transphobie, c'est l'éducation. C'est l'éducation à tout âge, ça se fait essentiellement en famille, ça se fait surtout à l'école. Et c'est un sujet qui m'est particulièrement cher, qui nous est particulièrement cher avec Shannon, qui est très bien présenté par la série Heartstopper et qui souligne le fait aussi que tout stéréotype qu'on peut recevoir, qu'on peut percevoir sur les homosexuels peut faire l'objet de harcèlement et il convient de tous les combattre. Et ce genre de série, comme tant d'autres et comme de plus en plus sur les plateformes et dans les médias, montre que il faut lutter contre l'homophobie, qu'il faut aller plus dans l'inclusion et que c'est comme ça que la société évolue et c'est très bien comme ça, très bien ainsi. Et donc la série Heartstopper montre une vision très positive des relations homosexuelles, que ce soit entre les hommes et les femmes. Et ça, Shannon, je te laisse en parler un peu plus, parce que c'était un vrai coup de cœur, c'est toi qui m'as proposé la série, d'ailleurs, et on a adoré. Oui, en fait, c'est vrai que quand elle est sortie, il y a eu un gros engouement, notamment sur TikTok. Je suis sur TikTok, et c'est vrai que dans mon fil d'actualité, j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus, sur cette série. Et tout le monde disait une chose, c'est que cette série était très pure, très mimi, enfin, sans être gnangnan. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en la regardant. Et c'était très sain. Et en fait, je pense que c'est l'une des premières fois où on représente tout type de relation, parce que c'est vrai que bon, la relation principale est une relation homosexuelle, mais aussi on a des relations hétéros, on a une relation lesbienne, on a même... c'est vrai qu'on a on a plein de relations dans cette série, même si l'accent est fait sur Charlie et Nick, mais je trouve que tout est exploité d'une façon très saine. Je vais vraiment me répéter, je pense, pendant tout cet épisode, parce que c'est vraiment les mots qui qualifient le plus au moins cette saison 1, du moins, parce qu'il y a une saison 2 en préparation, on en parlera peut-être un peu après. Et c'est vrai que alors,
on en a parlé juste avant, mais il faut être complètement d'accord avec ça. C'est vrai que la série exploite quelques clichés, on va pas se mentir quand même, l'intello, Charlie, qui tombe amoureux de la star alors pas de foot, de rugby là dans ce cas-là, mais voilà, De c'est un peu l'établissement, en cliché. fait. C'est un peu cliché quand même, on l'a vu plein de fois dans plein de séries, mais c'est vrai que c'est pas du tout traité comme un cliché. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était très cliché, très... Ah là là, enfin, on savait un peu comment ça allait se terminer, mais c'est vrai que chaque épisode, pourtant c'est assez court, 30 minutes, mais j'étais tout le temps dans l'attente de savoir bah, comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait se passer. Voilà, et en fait, à chaque fois, j'étais très surprise de comment les personnages étaient traités et comment ils réagissaient face à certaines situations. Je pense que effectivement, donc la série, elle est dans le scénario très prévisible. Effectivement, on peut deviner comment ça va se terminer. Ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. C'est que déjà, la série, elle démarre assez fort. Il n'y a pas de mise en place très longue sur les acteurs, l'espace, l'histoire. Ça vient très progressivement. Et encore, je pense qu'on a que l'essentiel de chaque personnage et c'est très bien comme ça, surtout pour une petite série comme celle-ci. Euh, et également, les événements s'enchaînent vite. On ne s'attarde pas sur un épisode, ou du moins, c'est traité de façon plutôt globale à chaque fois, qui fait qu'on comprend et qu'en fait, on n'est pas perdu au fil de l'histoire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus ne pas trop regarder, c'est-à-dire que quand on est dans la série, il faut la regarder à fond, d'autant que chaque épisode dure 30 minutes. Mais les événements s'enchaînent, le cliché un peu intello et un peu la personne vedette, enfin la personne bien aimée du établissement, mais si on va dire collège-lycée, parce que c'est collège-lycée d'ailleurs. Donc c'est collège, pardon, c'est quatrième et troisième, non, troisième et seconde. Je dirais qu'ils sont plus au lycée quand même, hein. Et Enfin, en Charlie, tout il n'est pas en cas, troisième dans le. ouais, c'est compliqué parce que le Je crois qu'il système y a un niveau. britannique n'est pas le Ah même. oui, c'est vrai. Je crois qu'ils ont 4 ans au lycée, tu sais, comme aux Ah oui, États-Unis. Je crois qu'ils ont t'as raison. 4 ans au lycée, nous on en a 3. Donc c'est un peu différent, mais en tout cas, ouais, ils ont vers 15 16 ans, je crois. Bon, en tout 17 ans. cas, ouais, c'est ça. Et en soi, ce cliché, il sert même la série. Il sert même la série parce que la place et la position de Nick est très importante pour la construction de la relation avec Charlie et son rapport avec d'autres personnes. Donc là, c'était cliché, mais nécessaire. Si on avait pris deux personnages lambda, on aurait moins eu l'intensité de l'annonce, notamment de la relation entre les deux garçons, je pense. Il y aurait eu moins d'impact. D'autant que dans la vie de tous les jours, bon, bah, si deux personnes, et on le voit bien dans la série, si deux personnes lambda se mettent ensemble, notamment dans la série, c'est deux filles qui se mettent ensemble, qui sont ensemble, bah, ils ne vont pas en parler à grand monde, parce que déjà, ils ne sont pas très populaires, et donc ça ne va pas faire forcément grand bruit tout de suite. Voilà, du moins tout de suite. Donc c'est vrai qu'avec ça, on a quand même un bon petit cocktail pour une série qui se veut tranquille, pas très compliqué à comprendre, assez facile à suivre, qu'on peut regarder d'un coup, même si je vous le déconseille, parce que voilà, c'est pas bien de binge-watcher. Même si en soi, 30 minutes fois 8 épisodes, ça fait 4 heures. Ça fait 4 épisodes d'une série classique, tu me diras. C'est Non, pas... en soi, c'est rapide. En fait, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que ça ne traîne pas, le rythme est bien fait. Et je pense que c'est une conséquence de l'adaptation de BD. Parce que je pense que dans une BD, tu peux pas t'attarder, c'est pas comme un roman, tu peux pas t'attarder sur 1000 détails. Et c'est pour ça que c'est souvent compliqué d'adapter un roman dans un film, parce qu'il y a tellement de détails qu'on est obligé de couper des scènes, etc. Là, alors j'ai pas lu les BD, je les ai un peu feuilletés en magasin parce que ça m'a un peu donné envie de les lire. Mais c'est vrai que dans une BD, tu ne peux pas développer avec plein de détails une histoire. Et là, je pense que c'est un peu une conséquence de ça. Ça rappelle un peu ce côté-là BD où ben, on va droit au but. Et même à un moment donné, ça m'a même surprise parce que les événements s'enchaînent, on a l'impression que ça s'enchaîne sur peu de temps. Et puis, je sais plus, il y a un personnage qui dit ah non, mais ça s'est passé il y a super longtemps. Et en fait, c'était l'épisode d'avant. Et j'étais là, ah oui, mais bon, en fait, l'action se passe à peu près sur 2 mois, mais c'est vrai que entre deux scènes, il peut se passer une semaine, 2 semaines, et en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que je trouvais que le rythme était quand même bien fait, bien soutenu, on ne s'ennuie pas. Et comme tu l'as dit, comme je l'ai dit aussi, c'est cliché, il y a des trucs qui sont clichés, mais
En fait, on parle aussi de choses qui sont des choses auxquelles on fait face tous les jours. Le harcèlement, on en parle. Là, on a quand même plusieurs personnages voilà, qui harcèlent complètement, mais qui limite se rendent pas compte de ce qu'ils font. Voilà, on a forcément le personnage qui s'appelle Harry, qui est dans le groupe d'amis de Nick, et qui est justement complètement un harceleur, hein. Enfin, ça se voit directement. Mais lui, il est là, ah non, je suis pas homophobe. Bah si, en fait. Mais et en fait, je trouve que c'est bien traité. C'est pas lourd. Voilà, on voit que c'est bien traité. Et même, je trouve que même dans les relations, on voit que Charlie, même s'il a ce rôle justement intermédiaire, il fait partie du groupe voilà, de personnes populaires, voilà. Et ben, vu qu'il assume pas tout de suite sa bisexualité, et en fait, ça l'empêche pas de se cacher derrière ses amis. Non, non, enfin, ça l'empêche pas de défendre Charlie, même si voilà, ça va à l'encontre de... En fait, il y a une pression sociale sur lui, mais vraiment, il va un peu à l'encontre de cette pression sociale, même si il n'assume pas tout de suite, ce qui est tout à fait normal. Il se cherche, c'est quelque chose de tout à fait normal, mais il arrive en fait à tenir tête à ses amis et je trouve que c'est hyper bien, hyper sain parce que le nombre de fois dans ces films, dans ces scénarios, voilà, on a justement le personnage qui se cache, qui n'assume pas du tout et du coup qui se cache derrière ses amis, du coup ça fait du mal à l'autre, etc. Non, là, au contraire, Charlie, il tient vraiment tête. Et, non, pas Charlie, Nick, pardon. Nick tient vraiment tête et parce qu'il pense à Charlie avant tout et je trouve ça trop bien quoi. C'est exactement ce que je pense aussi. Et ça montre malheureusement, et c'est une réalité, c'est que ne serait-ce qu'imaginer qu'on peut aimer une personne du même sexe, en plus d'une personne du sexe différent ou pas du tout d'ailleurs, bah, ça peut être mal vécu, mal perçu par son entourage. Et encore, le travail d'éducation est considérable à faire pour les prochaines générations. Donc, commence doucement à, à arriver à cette acceptation, surtout au plus jeune âge. Autre point qui mérite d'être souligné, c'est la scénographie. On en parlait avant. On a en termes même de scènes, en termes de couleurs, c'est très coloré, c'est très joli à regarder. Il y a beaucoup de jolies scènes, notamment en hiver, c'est magnifique. Mm. Même quand il pleut, c'est très beau. Il y a des scènes dans une soirée, avec tous les élèves. C'est très bien réalisé. Je pense, c'est un peu dans le registre, même un peu musique, ça fait un peu pop, Ouais. un peu léger. Ouais, c'est pas trop série jeune US, par exemple, comme on peut voir, ou film un peu jeune US. C'est un peu plus posé, un peu plus tamisé, un peu plus sympa. D'ailleurs, si vous faites la recherche Heartstopper sur Google, vous avez la même scénographie que dans le film, avec les petites fleurs, les petites feuilles qui volent un petit peu. Ça Ah montre aussi ouais? je sais pas comment on pourrait interpréter les feuilles. C'est un peu enfin, parce qu'il y a les feuilles, mais il n'y a pas que ça. Il y a des fleurs. Enfin, il y a vraiment en fait toutes les émotions ne sont pas retranscrites que par les paroles. Il y a aussi Mm. l'image derrière qui joue. Et en fait, chaque épisode est tourné autour aussi d'un sentiment majeur quand ça va pas bien, notamment. Et c'est ça qui est Mm. pas mal. Et ça me fait, et là encore, je ne sais pas pourquoi. Je sais même si tu as une idée, pourquoi ça me fait penser à nos étoiles contraires. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de rapports, mais je ne sais pas. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai fait, c'est comme nos étoiles contraires. Après, ça fait très très longtemps que j'ai lu et vu, enfin lu le livre et vu le film. Et c'est vrai que enfin, je sais pas, oui, il y avait quelque chose d'un peu ça. Est-ce que c'était peut-être un peu dans la scénographie, dans les images, ça rappelait un peu comment ce style des années 2010, enfin 2010, entre 2010 et 2015, je sais pas. C'est vrai que c'est vrai qu'il y avait aussi, il y a beaucoup de musique chantée avec des paroles, donc ça rappelle un peu le sol contraire, ce côté dessiné. Est-ce qu'il y avait des dessins dans le sol contraire? Je ne sais plus, Enfin, je me souviens pas. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui rappelle un peu entre guillemets, ces teen movies, enfin films d'adolescents en fait. Et là, mais en fait, je pense que ce qui est aussi très intéressant avec Heartstopper, c'est que c'est vraiment une série adolescente. Enfin, on peut la regarder en tant qu'adulte, tout à fait, mais
c'est vraiment des adolescents. Et je t'en ai parlé juste avant. J'ai beaucoup aimé en fait, que les acteurs ressemblent vraiment à des adolescents. On n'a pas du tout ce cliché. En fait, on a continuellement été éduqués avec des séries, des films où tous les adolescents, bah, en fait, les acteurs qui les jouent, ils ont Disons de plus. ouais, 10 ans de plus, vite 25 ans, alors qu'ils doivent jouer des personnages de 16 ans. Et ça se voit, en fait. Bah oui, ça se voit. On voit qu'ils sont plus matures, qu'ils font plus matures. Ne parlons même pas des clichés sur les garçons qui sont censés être des adolescents, mais ils sont musclés comme pas possible. Ils sont tout en torse nu, ou j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Oui, qu'il est Non, quand là, même pas mal, hein. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal. Enfin, toi, quand tu étais au lycée, ou moi, quand j'étais au lycée, on n'avait pas ce genre de gars au lycée, tu vois. On nous ment, quoi. Je sais pas, au bout d'un moment. Mais non, mais c'est aussi représenter, c'est aussi véhiculer une sorte de pression sociale sur les mecs. Comme quoi, s'ils veulent être l'objet de désir des autres, et ben, il faut qu'ils soient musclés, il faut qu'ils soient... Non, en fait, non, parce que quand t'es ado, t'es pas censé ressembler à ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Et là, je trouve qu'avec Heartstopper, mais tous les personnages, même pas seulement Charlie et Nick, tous les personnages ressemblent à des ados. Et je suis allée vérifier, les acteurs ont aujourd'hui tous entre à peu près 18 et 20 ans. Donc, ils étaient peut-être un peu plus jeunes quand ils ont tourné la saison 1. Et c'est bien, je trouve ça bien parce que les acteurs font jeunes et on peut s'identifier avec eux. Ça fait très réaliste, très moderne aussi. Je l'ai dit avec toi, mais on a aussi cette exploitation de la communication entre les personnages. Ils parlent par message beaucoup, c'est normal. Enfin, l'histoire se passe actuellement. Donc on voit, ils se parlent sur Instagram, je crois. Et en fait, on voit les écrans, on voit les messages qui s'écrivent. Et on voit aussi voilà, quand ils hésitent. Et c'est quelque chose que tout le monde fait, en fait. Tu envoies un message, bon, t'es pas sûr de vouloir le formuler comme ça, bon, bah, tu t'effaces tout et tu réécris. Et surtout là, dans une relation où bah, tu tâtonnes, tu flirtes, tu sais pas trop. En plus, bon, bah là, enfin, c'est encore un peu plus compliqué parce que c'est un personnage qui se cherche. Mais donc voilà, donc la communication, et il y a vraiment un accent là-dessus. Et je trouve que la communication, justement, elle est saine parce que les personnages se parlent, les personnages communiquent. Dès qu'il y a une dispute, ils sont pas là à mettre le feu ce qui ne va pas. Non, ils vont, enfin, surtout Charlie et Nick, ils vont vraiment communiquer sur ce qui ne va pas entre eux. Et je trouve que c'est fondamental, en fait. Enfin, je sais pas. Et on ne le montre pas assez, je trouve, dans d'autres œuvres. On préfère mettre du drama et non, ils vont faire une grosse dispute et ils vont partir chacun de leur côté et pour que tout est bien qui finit bien à la fin, tu vois. Non, là, tu vois, forcément, il y a des hauts, il y a des bas, mais il va y avoir des moments, ils vont parler. Et même parfois, ils parlent, mais tu sais, genre quand ils se parlent et qu'ils ils échangent, ah, bah, je te plais, tu vois. Et c'est tellement mignon, enfin, bah, c'est pas gnangnan, enfin, c'est juste, bon, bah voilà, ils le disent. Enfin, ouais, est-ce que je te plais? Bah oui, tu me plais, tu vois. C'est, ouais, je trouve ça mignon et c'est transparent entre eux, tu vois. Je vois totalement, il y a beaucoup d'originalité de ce point de vue-là. C'est une sorte un peu de guide de bonne manière quand on veut communiquer, comme tu dis. Comment communiquer? Ça peut servir à certaines personnes, hein, même notre entourage, ou même nous d'ailleurs. Ça nous permet aussi de dire, bah, s'il y a un problème, bam, on se voit, c'est mieux. On prend sur soi, puis on attend. C'est un autre point, c'est que même un point classique, hein, c'est pour ça que c'est très réaliste, c'est que quand on est à fond sur une personne, on en oublierait presque ses amis, qui sont aussi là pour te protéger, surtout quand tu es homosexuel et qu'à l'école, tu te fais harceler quotidiennement, que ça devient même ton quotidien. Donc, en fait, à la rigueur, tu ne te rends même plus compte ou alors tu ne relèves plus vraiment. Et c'est ça aussi qui a été touchant, cette relation, enfin, la place de l'amour dans une relation amicale qui existe déjà, que la personne ne doit pas s'immiscer trop, ne doit pas prendre trop de place. Donc ça, c'était très intéressant. Et en parlant de ça, il y a quand même une relation qui n'a pas été trop soulignée, qui pourrait, et je pense, c'est ma théorie, pourrait être au centre de la saison 2. C'est celle entre Tao et Ellie, si je ne me trompe pas. Et là, enfin, alors, en Euh, français, alors, parce que moi, j'ai regardé en français, ils l'ont appelée Ella, mais je sais que En c'est anglais, elle. c'est Ellie. Elle, ouais. Ouais, Mais c'est en c'est anglais, c'est Ellie, mais c'est écrit L-E-2-L-E. Enfin, je sais ouais, pas. c'est ça.
Exactement. Ouais. Mais ouais, je pense que... alors, je sais pas, c'est peut-être différent dans les BD, mais en tout cas, je pense que pour la saison 2, ils vont explorer cette relation, tout simplement. Et je trouve ça très intéressant aussi parce que c'est une relation où alors, Ellie, je sais pas comment on va l'appeler, mais Elle. c'est une femme transsexuelle. Et je pense que c'est hyper important aussi de développer ce genre d'histoire. Là, ça va être un couple hétéro, mais avec une question de transidentité qui est déjà réglée. Mais peut-être est-ce qu'il va y avoir des questionnements? Est-ce qu'il va y avoir forcément, je pense, du harcèlement autour de ça? Ça va être sûr, je pense. Mais je trouve ça bien, tu vois, qu'ils abordent enfin, on peut aborder des thématiques comme le harcèlement, comme la pression sociale, comme des questions de jeunes, en fait, mais à travers pas le prisme hétérosexuel classique, tu vois, ça, avec des prismes tu vois, différents comme l'homosexualité, la transidentité, etc. Tu vois. C'est sûr, c'est sûr. À voir, du coup, pour la prochaine saison. Et c'est ce sur quoi on va s'arrêter pour cette deuxième saison d'Instinct d'écrivain. D'entre nous, Instinct d'écrivain, c'est la 8e saison qui va s'achever pour Instinct d'écrivain, mais la deuxième pour Entre nous. Compliqué ce soir. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé ou de l'avoir écouté ou les deux en même temps. Et on vous en remercie. Il n'y a pas eu un grand public, mais ce qui compte pour nous, c'est ne serait-ce que d'intéresser ne serait-ce que quelques personnes. C'est déjà une grande victoire. On est très ouvert à vos retours sur comment on pourrait améliorer le format. Nous, on va essayer de retravailler de notre côté le format de l'émission Entre nous, toujours tourné sur de la culture. On va parler un peu d'œuvres cinématographiques, des séries, ce genre d'univers qu'on aime beaucoup explorer. Avec Shannon. Shannon, est-ce que tu as un petit mot à dire à notre belle communauté? Et encore un grand merci à tout le monde de nous avoir écoutés ou regardés. Et j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine saison. Bien sûr, la 3e, rendez-vous en septembre pour la 3e saison d'Entre nous. Si vous avez passé un très bel été, prenez soin de vous, faites attention à vos proches et on se dit à très bientôt. Salut Shannon. Salut Florian, à bientôt.